Je vais voir, j'ai vu donc le cas de figure du générateur. Donc j'ai vu le générateur à courant continu. Bon, en anglais on dit direct current, hein, en DC, direct current. Alors que l'alternatif, on dit courant alternatif en français, mais euh, alternative current. Je m'excuse de la prononciation parce que bon, j'ai pas forcément une bonne prononciation en anglais. DC pour direct current, c'est-à-dire qu'on continue en français, et alternative current pour courant alternatif en français. Voilà, je n'ai pas une bonne prononciation de l'anglais, donc j'espère que je me fais comprendre, mais enfin bref. Et d'où le nom du groupe AC/DC, qui veut dire Alternative Current Direct Current, AC/DC. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Nom d'ACDC, qui était un groupe de rock, enfin de pop rock, je veux dire. Je sais pas c'était quoi comme genre musical, mais enfin bref, je suis pas spécialiste pour vous dire qu'est-ce que c'est. Comme genre, mais c'était du hard rock, je crois que c'était du hard rock. Voilà. C'était du rock, mais je veux dire, avec des sons intenses. Peut-être pas du hard rock, mais il y avait des autres noms à ça. C'était du métal. Je crois que c'était du métal. Ils appellent ça du métal. Enfin, je suis un petit peu égaré avec mon explication, mais enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que j'avais vu donc le générateur de tension. J'ai vu le générateur dans une vidéo précédente, générateur courant continu, je vais le mettre en français, de tension. Parce qu'il existe aussi le générateur de courant. Ici, c'est un générateur continu de tension. Alors maintenant, je vais voir. J'avais vu précédemment le générateur de continu de tension idéal. Hein. Maintenant, je vais voir le générateur continu de tension, on va dire réel. Ce qui se passe réellement. Voilà. Et ce qui se passait, je vais dire, dans l'idéal, on avait ceci. En d'autres termes, on n'avait pas de résistance, mis à part la résistance du conducteur reliant les bornes A et B, on avait que cette résistance-là. Et donc, quand le récepteur, enfin le générateur, pardon, je m'excuse, quand le récepteur débitait une force électromotrice dans le récepteur, on avait la création d'un courant, et ce courant avait pour conséquence de créer une différence de potentiel entre le point A et B. Enfin, plutôt, c'est la force électromotrice qui crée une différence de potentiel. Hein. Voilà, entre le point A et B. Et cette différence de potentiel, justement, va créer un courant I. Voilà, c'est plutôt le phénomène inverse, hein, c'est ce phénomène-là. C'est plutôt, je répète pour pas que je sois, je vais dire, mal compris. En fait, la force électromotrice, du fait de la borne positive, va ramener un potentiel positif en A, et du fait de la borne négative, va ramener un potentiel négatif en B, et on va maintenir donc un potentiel dans ce cas-ci, VA plus grand que VB, donc un courant de passage de A vers B. Donc un courant de passage de A vers B. Oui, les conventions, ça va, je les mets en remarque, j'avais bon. Hein. Convention récepteur, c'est bien, le courant va du potentiel plus grand vers le potentiel plus petit. Et la tension, ben, la flèche est du côté potentiel le plus grand. Voilà. Et la croix vers le potentiel le plus petit. Donc c'est bon. Donc on a bien le courant qui est à l'inverse, la flèche du courant est à l'inverse de la flèche, à dire de la tension. Et pour la convention, ça c'est pour la convention récepteur, pour la convention générateur, hein, eh bien la force électromotrice E est bien dans le même sens que celui du courant. Le courant dans le générateur va du moins vers le plus, et le potentiel, la flèche du potentiel le plus élevé est du côté plus. Voilà. Donc, autant dire que la convention tension force électromotrice, elle est la même, elle est toujours du côté du potentiel le plus élevé. Hein, parce que le potentiel le plus élevé, il est là, on a la flèche ici. En A, on a le potentiel le plus élevé ici, parce que le plus est là. Hein, ici, on a le plus, là, on a le moins. Hein,
ramène le moins ici. Là, on a le moins. Donc, si là, le potentiel plus élevé, que là, qu'au moins, par définition, le potentiel plus élevé tend au plus. C'est ça qu'on appelle le potentiel positif. Hein, c'est-à-dire qu'il est plus élevé il est plus élevé. C'est pour ça qu'on l'appelle positif. Donc, quand on a ceci, eh bien, à ce moment-là, la flèche est du côté potentiel plus élevé. Et là, c'est la même chose pour la convention récepteur, la flèche est du côté potentiel plus élevé. Et convention générateur, la flèche, la force électromotrice est du côté. Donc ça ne change pas, du côté du potentiel plus élevé. Flèche du côté potentiel plus élevé pour les tensions et pour les forces électromotrices. Par contre, ça c'est pour, quelle que soit la convention générateur ou récepteur, la flèche est du côté potentiel plus élevé, que ce soit force électromotrice ou différence de potentiel. Par contre, pour les courants, c'est pas le même. Le courant va du moins vers le plus, donc du côté générateur, et donc sa flèche sera du côté potentiel plus élevé pour la convention générateur, et pour la convention récepteur, mais le courant va du plus vers le moins. Donc voilà, ils vont pas dans le même sens. Va du plus vers le moins dans le récepteur et du moins vers le plus. Et là, la flèche est du côté moins. Alors que du côté récepteur, la flèche est du côté moins pour le courant. Alors que pour le générateur, la flèche est du côté plus pour le courant. Voilà. Donc je ne m'étais pas trompé, heureusement. Donc toutes mes explications, en fait, étaient bonnes. Parce qu'en fait, j'ai fait une vérification via Internet et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais raconté, au niveau conventionnel, était correct. Donc bon, et ça remontait à longtemps. C'est pour ça que j'étais un petit peu perdu par rapport à tout ça. Enfin, perdu non, mais bon, je m'en rappelais plus tellement, voilà. Donc j'ai dû faire face au direct de la vidéo, mais malgré tout, j'avais pris un chemin en me disant bon, j'espère que c'est ce chemin-là, et en fait c'était bon, le chemin était bon. Voilà. Donc je m'en rappelais, on va dire vaguement, vaguement. Alors maintenant, ce qu'il faut dire ici, c'est que ça c'est le générateur de tension continue idéal, hein. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on constate? Ben, que le E est égal au U. Voilà. Le E, la force électromotrice débitée, est égale à la tension. Mais c'est jamais comme ça, en réalité. C'est pour ça que je veux voir le générateur de tension réel, cette fois-ci, réel. Et dans le réel, vous savez qu'un générateur a une résistance interne. Et que les fils, même s'ils sont négligeables ici, ont une résistance interne. Et la somme des résistances internes, ça fait une plus grande résistance interne équivalente. Donc on a ce qu'on appelle une résistance interne. Je veux dire, qui va relier le générateur au circuit extérieur. On a toujours une résistance interne. Donc on n'a pas E égale U. On a plus que ça. Donc voilà, ça c'est E égale U, c'est pour le générateur idéal. Voilà. Maintenant, je veux voir le générateur réel. Donc là où il y a une résistance interne. Et on en aura toujours. Vraiment, en réalité, on a toujours une. Tant qu'on a du matériau de construction, hein, qu'on a des batteries ou n'importe quoi, les dynamos, on a toujours des résistances internes. Hein. Si je prends des dynamos, ben, ne fût-ce que le fil de cuivre. Bon, je m'excuse. Les fils de cuivre constituant la dynamo, ne fût-ce que ça constitue déjà une résistance interne. Ne fût-ce que ça, sans compter autre chose. Hein, on peut compter aussi les câblages, et tralala, extérieur, à la dynamo. Alors, à part pour exprimer ceci, je vais toujours faire mon dessin non conventionnel au niveau des tensions courants, mais non conventionnel au niveau du schéma. Hein. Parce que le schéma ici n'est pas encore conventionnel. J'expliquerai comment le mettre au niveau conventionnel. Il n'est pas encore tout à fait au niveau conventionnel ici. Voilà. Là, on met notre gros fil. Voilà, notre gros fil. Supposons que j'estime que le borne positif est à gauche et la borne négative est à droite. Donc le point A, ici sera alimenté avec un potentiel VA positif. Alors que là, le potentiel, si j'exprime le point B ici, le potentiel VB sera un potentiel positif, négatif, donc on aura du moins. Là, on aura notre résistance, qui est le récepteur, qui est le fil en lui-même. Et donc, quand on a câblé tout ça, d'office, on a un passage d'un courant I.
Pourquoi? Parce qu'on ramène du plus ici. Si on ramène du plus ici et on ramène du moins là, on a un circuit fermé. Ben on tend à avoir un système qui veut se mettre en équilibre. Hein, mais en fait, on n'aura jamais l'équilibre parce que VA sera toujours plus grand que VB. Voilà. Et donc VA moins VB sera toujours positif. Voilà. Et c'est quoi cette positivité? C'est en fait VA moins VB qui n'est autre que la tension UAB. Voilà. Les conventions, c'est ceci, hein, pas se tromper. Voilà, j'espère qu'on voit. UAB. Et ça, c'est égal justement R fois I. Cette positivité, elle est déterminée par justement R fois I. Voilà, mais ça c'est la convention. Je ne suis pas courant à 100% dans le conventionnel. Attention que le courant ici va du moins vers le plus. J'ai un courant I. Et alors on a une force électromotrice qui va comme ceci aussi. Voilà. Je ne suis pas encore à 100% dans le conventionnel parce que mon générateur n'est pas encore dans une convention de dessin conventionnelle. Mais je le mettrai par après. Je l'ai dit que je le spécifierai par après. Alors, si on fait un tel système comme ceci, ben, qu'est-ce qui va nous aider pour établir les équations? C'est les équations de thermodynamique. Donc, on aura, enfin, thermodynamique, oui, en partie, mais c'est plutôt un échange de chaleur, un échange, on va dire, d'énergie électrique en énergie calorifique. Bon, l'énergie calorifique, généralement, c'est étudié en thermodynamique. Hein, voilà. Là, on a une énergie électrique qui va se transformer en partie en énergie calorifique. Et donc, et c'est à partir de là qu'on va faire nos équations. Nos équations, voilà. Donc, traduisant le transfert énergétique d'un tel circuit. Et ça, tout le monde connaît, c'est quelqu'un qui l'a étudié, c'est ce fameux monsieur Joule qui aimait bien faire ces fameuses études de transmission de chaleur, enfin comment on appelle ça? Lui, il avait pris, M. Joule, son expérience était de prendre un système mécanique, hein, avec un poids, et il soulevait le poids, et il regardait, je veux dire, il a calculé, en soulevant un poids, bon, euh, l'énergie calorifique, je veux dire, un poids d'une certaine masse, bien sûr, et d'une certaine hauteur, surélevé d'une certaine hauteur, l'énergie produite exactement qu'il fallait pour produire, je veux dire, je crois, une calorie. Hein, une calorie. Voilà. Et donc, c'est M. Joule qui a étudié ça. Et donc, Joule aussi, je veux dire, comme il aimait bien d'étudier, je veux dire, l'énergie calorifique, hein, bon, il était à la base, je veux dire, de certains concepts thermodynamiques. Hein, je veux dire, ouais, parce que la chaleur, l'étude de la thermodynamique, c'est l'étude. Hein, en fait, la thermodynamique, c'est l'étude de la chaleur, mais aussi enfin, la chaleur positive, qui est le chaud, mais la chaleur négative aussi, le froid. Hein. Donc, il étudie des systèmes frigorifiques, c'est aussi de la thermodynamique. Hein. Donc, étudier les échanges de chaleur, en fait, et donc d'énergie, c'est la thermodynamique qui étudie tout ça, en fait. Donc, la dynamique thermique, thermothermique, tout ce qui est en rapport avec, je veux dire, la chaleur. La chaleur, on trouve un petit peu n'importe où, tout n'importe quoi, dans tous les systèmes qui font des transferts d'énergie, qui créent des systèmes qui créent de l'énergie, enfin qui font des transferts d'énergie, hein, parce que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Donc tous les systèmes qui font des transformations d'énergie, on les retrouve là-dedans. Donc je prends par exemple le poids qui va monter d'une certaine hauteur, ben, il va créer un échauffement, un circuit électrique qui va, je vais dire, être en fonctionnement avec des électrons qui vont parcourir, hein, qui vont avoir du mal à parcourir des conducteurs, avec des chocs chaotiques comme ça. Mais fatalement, s'il y a des chocs chaotiques, fatalement, on peut imaginer un échauffement, parce que bon, les électrons s'entrechoquent, donc créer euh, des, des éléments dissipatifs de chaleur, parce qu'il y a des collisions. Qui dit collision, on dit chaleur. Bon, la thermodynamique a aussi étudié bon, la machine à vapeur. Hein, la machine à vapeur, bon. La machine à vapeur, il fallait mettre, je veux dire, du charbon pour faire avancer, je veux dire,
des locomotives, et donc pour créer un certain travail et faire avancer beaucoup de locomotives qui étaient attachées les unes avec les autres. Voilà, pour faire rouler, on va dire, des, des- des- des trains sur des chemins de fer bon, parallèles et parcourir un point A, un point B dans un pays, par exemple. Voilà. Et on utilisait le charbon, système de combustion interne, au travers du charbon, pour produire une certaine énergie, et cette énergie se transformait donc d'énergie, je veux dire calorifique, en énergie euh, mécanique, et grâce à la mécanique, on pouvait faire tourner ce qu'on veut. Voilà. Bon, c'est extrêmement polluant, mais bon, quand on n'a pas le choix, je veux dire, quand, quand on trouve des systèmes, je veux dire, pour faire avancer qui peuvent aider le monde, on va les utiliser, bien que ça pollue. Dans un premier temps, la pollution n'était pas, je veux dire, la pollution n'était pas, comment est-ce qu'on appelle ça, un vrai problème. C'est maintenant que la pollution, bon, comme la Terre elle est quand même assez suffisamment polluée, elle est malade, la Terre est un petit peu malade, que maintenant, je veux dire, le rajout de pollution, je veux dire, on essaie de créer des systèmes pour essayer de ne pas rendre plus malade encore la Terre. Voilà. Donc on crée des systèmes éco-énergétiques, écologiques, systèmes d'énergie écologique, hein, pour éviter de rendre encore la Terre plus malade, plus qu'elle ne l'est maintenant encore. Donc ici, on pense plus à, je veux dire, à utiliser des sources d'énergie, je veux dire, bien spécifiques pour, voilà, tout ce qui est renouvelable et, et moins polluant que des sources d'énergie qui furent utilisées jadis et qui, eux, je veux dire, polluaient extrêmement beaucoup, et, et on ne se souciait pas, on ne se souciait pas de la pollution à ces époques-là, mais tout ce qu'on voyait, c'était les bienfaits que ça apportait, je veux dire, à l'aide de l'être humain pour pouvoir soit voyager, se déplacer. Quand je dis voyager et se déplacer, ben, je pense au train. Au train, hein, la première locomotion, je veux dire, de grande masse, c'était les chemins à vapeur. Hein, avec les chemins à vapeur. Euh, Bien sûr, avant ça, il y avait les chevaux, mais bon, les chevaux, il fallait beaucoup de chevaux pour. Vous imaginez les cow-boys ou les gens qui faisaient des déplacements, il fallait de nombreux chevaux pour déplacer, je veux dire, beaucoup de gens. Par contre, le chemin à vapeur, bon, vous faisiez rentrer toute une masse de population jusqu'à un certain quota. Bon, mais c'était immense qu'on pouvait faire rentrer dans les chemins à vapeur, et à partir de là, on pouvait transporter des gens, mais aussi des marchandises. Et des marchandises qui pesaient des tonnes. C'est surtout ça, parce que c'est la machine à vapeur induit, je veux dire, un transport de fort tonnage. Hein. Donc en fait, on pouvait transporter aussi bien de nombreuses personnes dans différents wagons, et ces wagons étaient, je dirais, immenses, comme on pouvait transporter, je veux dire, des marchandises avec des tonnes. Alors qu'avec des chevaux, il aurait fallu énormément beaucoup de chevaux pour faire transporter, je veux dire. C'est vrai que les chevaux faisaient partie de la vie courante auparavant. Maintenant, avant, les chevaux étaient cantonnés à la cavalerie, pour que ce soit les Romains, que ce soit à n'importe quelle époque, on a trouvé des chevaux pour les soldats. Voilà. Même pendant la guerre 40-45, 14-18, on retrouvait des chevaux pour transporter les canaux. On les voyait dans la boue, etc., etc. Mais je veux dire, par après, on a moins eu euh, l'usage des chevaux. Pourquoi? Parce que déjà la machine la vapeur est arrivée, l'automobile est arrivée, et dès le moment où il y a l'automobile et la machine à vapeur qui sont arrivées, ben là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a eu moins besoin des chevaux, et de plus en plus, on a moins besoin des chevaux. Et les chevaux maintenant sont cantonnés aux écuries, alors que les chevaux, ils étaient un peu partout. Chacun avait un cheval à sa maison auparavant. Beaucoup de gens avaient des chevaux, hein, pour pouvoir se déplacer. Alors, c'est chose qui est. On avait des pièces d'habitation pour mettre les chevaux, des écuries. Hein, on se servait du cheval pour se déplacer, pour faire beaucoup de choses. Hein. Que ce soit à l'époque des cow-boys, que ce soit à l'époque de n'importe quel pays utilisait des chevaux. Mais après, avec l'évolution, les chevaux se sont réduits à, à presque rien. Et les seuls chevaux qu'on retrouve, mais c'est beaucoup dans les écuries, en fait.
Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais ce que je voulais dire, donc en fait, l'énergie, bon, Monsieur Joule a étudié ça c'est parce que j'ai fait un petit peu un petit speech sur Monsieur Joule, je me suis un petit peu, je veux dire, étendu sur Monsieur Joule, sur voilà, les histoires d'énergie. Mais en fait, ici, on va faire une équation relative, je veux dire, qui nous est donnée grâce à Monsieur Joule, hein, qui a trouvé, je veux dire, qui aimait bien faire des travaux sur les énergies calorifiques. Je ne vais pas y revenir, sinon je risque de m'étaler encore un peu plus. Mais là, on va avoir une transformation d'énergie électrique vers énergie, parce qu'on a un système électrique, et qui va transformer son énergie sous forme calorifique. Voilà. Notez bien que, par exemple, si je prends un chauffage électrique, ce n'est que des résistances. Hein. Ce n'est que des résistances on fait passer un courant dans des résistances, c'est que ces résistances vont dissiper de la chaleur, c'est tout simplement ça, tout simplement. Donc on donne une puissance électrique et on a en retour une puissance calorifique. Voilà. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est payant. Il faut payer cette énergie. Et généralement, c'est pas du courant continu, c'est du courant alternatif. On met des radiateurs sur secteur. Secteur, c'est du courant alternatif. Voilà, donc n'allez pas entrevoir. Bon, ici c'est une petite dissipation qu'on va voir. Hein. C'est des petites dissipations. Voilà. Alors, bon, les énergies calorifiques, généralement, elles se mesuraient à l'aide d'un calorimètre. Hein. Grâce à un calorimètre, pouvait mesurer, je veux dire, l'énergie, je veux dire, calorifique qui était, je veux dire, évacuée, voilà, on va dire, fournie au système extérieur, c'est-à-dire évacuée du système. Si on avait un système, quand on évacue de la chaleur, ben, là, on va dire que on donne de la chaleur au milieu extérieur, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, voilà. Parce qu'il y a deux cas de figure, la chaleur peut-être soit il peut rien avoir, c'est-à-dire qu'on a, on a un système isolé, il n'y a pas d'échange d'énergie, il n'y a rien qui se passe. Par contre, on peut avoir un échange d'énergie avec le milieu extérieur, c'est-à-dire qu'il va fournir au milieu extérieur. Mais qu'est-ce que c'est que le milieu extérieur? Il faut encore définir le milieu extérieur. Hein. Tu as peut-être un autre système, voilà, c'est peut-être un autre système. Hein. Bon, voilà, on fournit de l'énergie. L'énergie peut être soit fournie au milieu extérieur ou soit absorbée. Bon, il y a deux cas de figure, ou trois cas de figure. Soit le système donne de l'énergie, soit il absorbe, ou soit il fait rien. On va dire ça comme ça. Bon, mais ça, c'est donc il a fait on va partir à partir des équations, je veux dire, énergétiques de chaleur pour mettre en évidence, je veux dire, les équations du générateur. Voilà. Alors, pour ça, je vais redéfinir c'est la force électromotrice, donc, qui est la valeur théorique de la tension que le générateur devrait maintenir entre les bornes A et B. Et U, cette fois-ci, UAB, c'est la valeur réelle de cette tension. Voilà. Et alors, maintenant, je vais décrire l'énergie fournie par le générateur qui va s'écrire, en fait, donc cette énergie fournie, donc attention que c'est une énergie électrique. Hein. Donc, et cette énergie électrique, on sait bien que, oui, cette énergie électrique, c'est ce que je vais appeler W. Je ne sais pas si on voit. Je vais le faire ici, je vais le faire ici. Donc, on n'a plus ici, je vais effacer ce dessin ici. Et faire un bilan global d'énergie. Donc l'énergie électrique, on vient de dire que l'énergie électrique doit être égale à l'énergie calorifique, Q. Q c'est calories. Hein. Q c'est l'énergie, on va dire calorifique, hein, Q. Ouais, parce qu'on dit que Q est égal à MC delta T quand on étudie le calorimètre. Hein. Voilà. M est la masse, C c'est la chaleur spécifique, hein, je veux dire, du matériau. Voilà, et delta T c'est la variation de température, et Q c'est la chaleur soit absorbée ou échangée, absorbée ou fournie. Alors, il y a des conventions, si c'est positif, négatif, on peut dire que c'est soit. Il y en a un, si c'est positif, on va dire, bon, c'est soit fourni ou ça dépend des conventions, fourni ou absorbé. L'inverse, si Q est négatif. Voilà.
toute façon, ici, c'est pas, ici, c'est une énergie, on va dire, refoulée. Hein. Donc, elle est fournie au système extérieur. Hein. Donc, il faut partir de cette équation-là. L'énergie électrique est égale à l'énergie calorifique. Ouais, mais cette énergie électrique, elle vaut quoi? Mais c'est la puissance fois le temps. Voilà. La puissance fois le temps va donner exactement l'énergie électrique. Et cette énergie de joule, mais elle provient de quoi cette énergie euh, de ben, elle va provenir, c'est l'énergie de joule du générateur plus l'énergie de joule du récepteur. Voilà. Voilà. Donc on peut écrire ceci. C'est la puissance fournie par le générateur, hein, puisque la puissance, elle vient d'où? Ben, elle vient du générateur, elle vient de nulle part ailleurs. Hein. La puissance, elle vient du générateur, puisque c'est le générateur qui fournit la puissance. C'est un générateur de force électromotrice, donc fatalement, il va fournir une puissance. Et qu'est-ce qui va consommer cette puissance? Ben, c'est le récepteur. Alors, la puissance. Alors, la puissance, oui, je vais faire remarquer juste ce que j'avais dit la vidéo précédente. La tension, c'est U. Le courant, c'est I. La force électromotrice, c'est E. Voilà. Et la résistance, c'est R, hein, bien sûr. Vous aurez compris que la résistance, c'est R. Résistance, voilà. Mais je veux dire par là que j'avais déjà défini que quand on a des lettres majuscules, c'est d'office en courant continu. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Quand on voit ceci, c'est du courant continu. Alors, la puissance, elle vaut quoi? Mais c'est U fois I. Mais ici, bon, c'est pas U, puisqu'en fait, ce que j'ai au niveau du générateur, c'est la force électromotrice E. Donc, on aura E fois I. Mais fois le temps, E fois I fois le temps, fois un certain temps. Voilà. Ouais, parce que l'énergie va dépendre du temps. Hein. Combien de temps je vais faire... si je fais fonctionner une heure, ben, c'est pas la même énergie que j'ai, la puissance fournie pendant une heure n'est pas la même puissance que fournie pendant 2 heures, ni la même puissance que fournie pendant 3 heures. Donc l'énergie électrique, pendant une heure, mais c'est la puissance pendant une heure. Voilà. L'énergie pendant 2 heures, ben, c'est la puissance qui a été fournie pendant 2 heures. Voilà. Et ça, bien sûr, vous payez. Hein. Bon, si vous prenez en courant alternatif l'énergie électrique, vous consommez de l'énergie électrique, vous la payez. Si c'est dans une habitation en courant, qui est alimentée en courant alternatif, vous payez la puissance. Donc, plus un récepteur, vous le faites fonctionner pendant un certain nombre d'heures, et puis vous avez payé la puissance fournie au récepteur pendant le nombre d'heures que vous avez utilisé. Donc, vous voyez que cette énergie électrique-là, elle est dépendante du temps. Maintenant, l'énergie calorifique du générateur. Ah. Alors là, il faut aller chercher joule. Joule. Bon, si maintenant on se dit qu'on n'a plus affaire à un générateur idéal, mais à un générateur qui possède une résistance interne. Voilà, petit r. Eh bien, la résistance interne ici va consommer, veut dire du courant, hein, I, va consommer un certain courant I, puisque le courant va passer comme ceci, donc il va passer en même temps sur la résistance petit r. Donc on aura quoi? Suivant la loi de Joule, R et I carré. Si je me demande si j'ai pas le temps. Oui, normalement on a toujours le temps. Ouais, parce qu'en fait, l'énergie, ouais, c'est la même chose. Hein. Bon, fatalement, si je dépends du temps, là on aura Eric arrêté. Parce que l'énergie calorifique, c'est l'énergie calorifique après combien de temps? Après 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est la même chose. C'est un peu la même question qu'ici. Hein. L'énergie électrique, c'est l'énergie après 1 heure, après 2 heures, après 3 heures. Voilà. Et donc ici, ce sera. Donc ici, si j'ai 3 heures ici de fonctionnement d'énergie électrique par le générateur, mais j'aurai 3 heures de chauffage au niveau des résistances. Si j'ai 10 heures de fonctionnement au niveau du générateur, mais j'aurai 10 heures de fonctionnement
10 heures d'effet Joule sur les résistances. Si j'ai 20 heures de fonctionnement du générateur, donc j'aurai 20 heures d'énergie électrique fournie. 20 heures, puisque j'utilise 20 heures pendant 20 heures le générateur. Si j'utilise pendant 20 heures ce générateur, mais pendant 20 heures, je vais avoir les résistances qui vont chauffer. Voilà. Donc, j'ai bien R carré, mais c'est petit r, parce que je parle de la résistance interne ici. Par contre, ici, j'aurai la même chose, la loi de Joule, R carré T. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme le T est le même partout, fatalement, c'est par rapport à une unité de base de temps. Hein, j'ai fait fonctionner pendant 1 heure, j'ai fait fonctionner pendant 2 heures, j'ai fait fonctionner. Et ce temps-là est le même. Si je fais fonctionner pendant 2 heures le générateur, mais j'ai 2 heures de chauffage au niveau des résistances. Si je fais fonctionner pendant 4 heures. Donc ici, autant dire que les T sont les mêmes. Donc je peux simplifier les T. Et si je simplifie les T, je divise tout par T, ben, il va rester. Qu'est-ce qui va rester? Attention que ce schéma-là n'est plus bon. Hein. Je l'ai aidé. Pourquoi? Parce que j'intègre une résistance interne. Petit r. Et là, quand j'intègre une résistance interne, auparavant, quand j'avais pas de résistance interne, avant de dessiner mon petit r, j'avais, voilà, si j'avais fait ceci, là, je redessine. Avant de l'effacer, j'avais ceci. Et là, j'ai un circuit, enfin, j'ai un générateur idéal. Mais si je fais ceci, j'ai un générateur réel, parce que je tiens compte de la résistance interne. Voilà. Donc maintenant, je peux revenir à ceci. Bon, je vais faire la simplification ici, pour bien montrer comment ça va. On a E fois I fois T est égal à R carré T plus R carré T. Voilà. Si je mets EIT, EIT est égal à R carré plus R carré, le tout fois T. Je mettais en évidence ce T là et ce T là, je le mets en évidence. Fois T. Là, je peux simplifier les T. Qu'est-ce qui va rester? E fois I est égal à R carré plus R carré. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je vais mettre le I ici en évidence. Donc j'aurai I et I. Donc j'aurai E fois I, ça ne change pas, est égal à RI fois I plus RI fois I. Voilà. Je mets le I en évidence, j'aurai RI plus RI, le tout fois I. Les I se simplifient ici, et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'équation du générateur réel. C'est-à-dire que j'ai E est égal à, si je commute, je mets le grand R ici, R fois I plus RI. Voilà. Maintenant. Si on regarde ceci, donc si je regarde le schéma, ouais, ça j'ai toujours l'idéal, hein. C'est toujours l'idéal. Maintenant, je vais mettre le réel. Je vais avoir une résistance interne ici. Voilà. Eh bien, R fois I, qu'est-ce que c'est? R fois I, c'est U. C'est U, c'est la tension UAB. En d'autres termes, si je généralise ce que j'appelle tout simplement U, voilà, U, eh bien, U c'est R fois I. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Que E égale R fois I c'est U, donc voilà. Donc ce qui veut dire que la force électromotrice, je veux dire, fournie est égale à la tension plus la tension borne de la résistance grand R plus la tension due à la résistance interne. Et maintenant, si je sépare convenablement, donc on n'a plus, en idéal, on avait E égale U. Mais ici, je suis en réel. En idéal, on avait E égale U.
Ça, c'est en idéal. Mais en réel, on a E est égal à U plus une composante tension du fait que on a une résistance interne. Voilà. On n'a plus la même chose. Ça, c'est en idéal. Ça, c'est en réel. Maintenant, la force électromotrice, maintenant, je peux réécrire ça autrement. On peut écrire que E moins RI est égal à U. Ou, en d'autres termes, U est égal à U moins, E moins R fois I. Donc, la tension U, c'est E, pour lequel on a soustrait la tension, voilà, E moins R fois I. Voilà. Et ça, c'est l'équation de la tension pour un générateur, on va dire, réel. Donc, ce qui veut dire que on n'a plus E égale U. Hein. Tout ce qu'on donnait n'arrive pas à la résistance. Tout ce que le générateur fournissait n'arrive pas à la résistance. On avait E égale U avant, quand on avait un générateur idéal. Mais c'est pas le cas. On a une chute de tension. On a une chute de tension RI. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la tension n'est plus égale à E comme auparavant, mais il faut enlever une composante de tension qui va être d'autant plus grande que si I est grand. Plus le I sera grand et plus la chute de tension sera grande. Donc, il faudra tenir compte, voilà, de cette caractéristique, de cette donne-là. Plus on a une résistance interne qui est grande, ben, plus le courant va circuler dans cette résistance interne qui est déjà grande en soi, mais on va avoir une chute de tension grande. Et donc la tension sera égale à la force électromotrice moins une chute de tension, et on aura la tension exacte U. Donc on aura une perte de tension en fait. Et donc la petite résistance R ici s'appelle donc la résistance interne du générateur de tension, on va dire ici de tension continue. Voilà. Et maintenant, je peux établir des conventions au niveau schéma d'un générateur réel avec ces équations. Et j'écrirai à partir de maintenant que, en place de faire un petit rectangle, puisque c'est pas conventionnel ça, je vais tout mettre au niveau conventionnel, au niveau des caractéristiques réelles, enfin, caractéristiques du schéma conventionnel. Tout d'abord, un générateur, j'avais mis la résistance comme ceci. Bon, j'avais mis le générateur comme ceci, voilà, et j'avais mis du gros câble ici. Voilà, on avait fait ça. Câble là, voilà. Bon, on va changer tout ça. La résistance, bon, je peux mettre une résistance en. Bon, ça. Je peux mettre une résistance comme ceci, hein, bon, mais je vais maintenir une résistance à zigzag comme ceci. Donc, je vais mettre ceci. Voilà. J'ai la résistance interne, R, grand R. Et le générateur va se dessiner comme ceci. Voilà. Là, on a les points A, point B. Là, je vais mettre point A. Là, je vais mettre point B. Donc là, on a E. Là, on a le plus. Le plus sera toujours la grande barre et le moins sera la petite barre. Voilà. Bon, mais ceci peut se dessiner encore autrement. Donc ça, c'est le générateur avec sa résistance interne, si vous voulez. Voilà. Et son gros fil, voilà. Alors, maintenant, le point A, point B, je vais le ramener pour essayer d'avoir de la verticalité et de l'horizontalité. Donc, le point A, je vais le mettre comme ceci. Et le point B, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Voilà le point. Donc, de A, je vais à la résistance. Borne de A, je vais à la résistance. Voilà ma résistance. J'ai mal fait. Il faut faire des bons zigzags. Voilà. Voilà ma résistance qui est là. Hein. A, je relie à la résistance et B relie à la résistance. Bon, le A est relié au plus. Voilà. Le A est relié au plus. Et du plus
je passe au moins du générateur et je vais à la résistance. Petit R. Et de le petit R, je vais en B. Petit R, je vais en B. Voilà. Voilà. Donc ceci, c'est ceci. C'est déjà plus conventionnel. Bon, on va encore changer ceci. En vérité, on met rarement la résistance en bas, on la met plutôt au-dessus. Donc je vais interchanger, ça ne change rien. Parce qu'ils sont en série, ça ne change rien. Que je mette le générateur avant ou la résistance après, ou la résistance après ou avant le générateur, ça ne change rien. Mais généralement, on note ceci comme ça. Hein. On la met plutôt au-dessus. Voilà, j'ai les points A, point B, et là je mets la résistance de charge ou la résistance de sortie. Donc on a notre résistance interne. Alors ici les polarités c'est plus, moins. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre toutes les conventions, tension, courant, euh, sans se tromper bien sûr, sans se tromper. Ça je vais les reculer ici. Je vais les redessiner ici. Donc j'ai bien ma résistance petit r, mon générateur de force électrique. Attention que le générateur, c'est pas un cercle, hein. Ça c'est en courant alternatif. Hein. Généralement, il y a des gens qui mettent des cercles comme ça, mais pour une force électromotrice E, mais je suis pas d'accord, parce que faut respecter les conventions. Hein. Généralement, ça c'est les conventions d'une force électromotrice E, qui est une minuscule et non pas une majuscule, E qui est fonction du temps, et avec un cercle. Donc, n'allez pas mettre ceci avec un grand E, bon, ça prête à confusion. Hein. Laissez, je veux dire, si c'est du continu, vous laissez un générateur comme ceci, hein, plus, moins. Là, vous avez le point A, point B, et là, vous reliez à la résistance, comme ceci. Voilà, grand R. Alors, le potentiel positif, il est là. Le potentiel négatif, il est là. Le potentiel positif, fatalement, il est en A. Le potentiel négatif, il est en B. Le courant, il va dans la convention récepteur, dans la résistance, il va aller du plus vers le moins, le courant. Et dans le générateur, donc le courant va circuler de A vers B pour revenir en... Les moins vont revenir ici et les plus vont repartir par là. Donc la convention générateur, le moins va du... Enfin, le courant va du moins vers le plus. Voilà, donc bien le courant, il circule comme ceci. Donc on a une circulation, ce qu'on appelle ici une maille. On a une maille, et voilà, le courant circule dans une maille. Voilà, dans cette maille ici. Ouais, voilà, il va du petit r à R, puis de B, voilà, etc. Maintenant, les conventions de tension, ben, on sait bien que la tension, là, ça c'est la tension U. Dans le sens contraire du courant, hein, c'est-à-dire la flèche de la polarité positive, alors que la croix, polarité négative, pour ce qui est de la convention récepteur, mais qui est la même pour la convention générateur. Convention générateur, la force électromotrice, E, hein, qui est ici, E, le E, voilà, comme ceci, va, la flèche est du côté potentiel positif et le moins du côté potentiel négatif. Voilà. Donc le courant, maintenant, dans la résistance interne, R, le courant dans la résistance interne, bon, vous savez que le courant va par là. Voilà, j'ai toujours ce fameux courant là. Donc on aura du plus là et du moins là. Le courant va du plus vers le moins. Voilà. Et la tension, bien sûr, c'est un récepteur. Donc il va du moins vers le plus. Voilà, on va mettre cette petite tension. Comment est-ce que je peux l'appeler? Puisque j'ai appelé celui-ci U, on va l'appeler. Ouais, ici je l'ai distingué. Je vais appeler U, la tension due à la résistance R, et ça, c'est la tension due à la résistance interne.
Donc, et on voit bien que d'après les flèches, E, hein, la flèche là, qui va dans ce sens-là, est égale, on a, si vous voulez, on a ceci, hein, j'ai E, voilà, et j'ai ceci, la composante tension due à la résistance interne, UR, et voilà, qui est comme ceci. Ouais. Et UR qui suit donc la flèche sur la croix. Donc ici, si je ne me trompe pas, en fait, on a UR, voilà, et là, puis je mets encore la flèche sur la croix, et là je vais jusque là, voilà, ça c'est bon. Voilà. Voilà, je les ai replacés dans l'ordre des flèches pour voir que, et là on voit bien que E c'est égal à quoi? À UR plus UR. Et donc on a UR, c'est grand R fois I, petit r fois I parce que c'est la composante de tension due à la résistance interne. R, là c'est R tout court, donc on aura R fois I plus R fois I, et là c'est égal à E, et on retrouve bien que E est égal à E moins R fois I est égal à U. Voilà. Donc, j'ai donné... Ouais, mais ici, on voit plus tellement bien. Hein. Ça m'emmerde. Je vais essayer de reculer ça. Et là, on voit bien... Voilà. Donc, on a tout ici toutes les conventions générateurs et récepteurs. Convention récepteur, hein. La partie convention récepteur, elle est là. Ici, hein. Ça, c'est le récepteur. La partie récepteur. Et vous comprendrez que la branche après AB, c'est le récepteur. Et ici, on voit la branche avant AB, hein, je veux dire, qui est le générateur. Donc un générateur fournit de la puissance au récepteur. Et le récepteur, ici, qui est un récepteur résistif, va consommer de la puissance. Donc ici, on a un système actif qui va fournir la puissance et un système passif qui va consommer de la puissance. Voilà, et ça c'est ce qu'on appelle le générateur, donc le générateur idéal, avec toutes les conventions, voilà. Bon, une autre manière d'écrire, de faire un schéma comme ça, je peux faire ceci. Hein. Ceci, je peux le réunir comme ceci. Voilà, mettre AB comme ceci. Hein. Ça ne change rien. On a toujours une maille ici, et deux nœuds, hein, et deux nœuds, un nœud ici et un deuxième nœud ici. Bien sûr, en fait, il n'y a plus deux mailles, hein. Il y a une maille interne et une maille. Il y a une maille externe, mais bon, ici, parce qu'il y a l'extérieur aussi. Hein. Il faut considérer que l'extérieur, c'est aussi une maille. Mais en interne, on n'a qu'une seule, avec deux nœuds. J'aurais pu faire ça aussi. Mais ça bon, ça n'a pas d'utilité. Mettre A', B', le relier à AB. Voilà, bon. Voilà, on peut voir les choses aussi comme ça. Bon, ça c'est des dénominations, etc., etc. On peut faire ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut. On peut établir de plusieurs manières ce schéma électrique. Voilà, je crois que c'en est assez pour, je veux dire, l'explication du
générateur à courant continu, générateur de tension à courant continu, réel, et je verrai bon, par la suite les caractéristiques d'un tel type de générateur. Voilà, je vous remercie beaucoup.